façon assez surprenante, notre mission n'a pas évolué en fait depuis 10 ans. Ah On ouais? a commencé il y a 10 ans en disant qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient lancer des boîtes et qui ne savaient pas coder. Et on trouvait que c'était un vrai problème, pas uniquement économique, mais aussi social et même éthique. Il y a beaucoup de gens qui avaient des idées, qui voulaient lancer des idées, et qui, parce qu'ils n'avaient pas eu la chance d'être exposés au code petit, soit parce que les parents avaient donné un livre de code, soit parce que le meilleur ami d'enfance était un codeur, enfin, ou des choses qui finalement sont assez indépendantes de leur volonté, n'étaient pas en mesure de s'exprimer en ligne et de lancer des boîtes. Et donc, on s'est lancé en 2012 en disant, on va créer un produit pour que des gens puissent créer à peu près ce qu'ils veulent lancer pour le web, donc des startup, à l'époque, c'était Airbnb, Twitter, ce genre de plateforme-là, sans code, avec du travail. L'idée n'est pas qu'en 5 minutes, on a quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on peut faire sans savoir coder après quelques heures d'apprentissage et pas quelques centaines ou milliers d'heures d'apprentissage comme le code. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est la même chose. Alors, ça s'est un petit peu étendu au fil du temps, au sens où maintenant, ce n'est pas uniquement des gens qui lancent des boîtes sur la plateforme. On a des gens qui travaillent dans des organisations existantes et qui vont créer des produits pour résoudre des problèmes dans l'organisation, que ce soit des problèmes internes, donc c'est des outils internes, ou étendre leur produit qui est customer facing, comme on dit, donc qui s'adresse à l'extérieur et aux utilisateurs à l'extérieur de l'organisation. Mais fondamentalement, c'est encore la même chose. Pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir parce que ça, c'est un business model. C'est-à-dire que c'est l'idée de payer c'est un abonnement concrètement, c'est de payer tous les mois pour utiliser un outil en ligne. Alors que le no-code, c'est une technologie. Je pense que là où tu veux en venir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, no-code, c'est un peu tout et n'importe quoi. Pour être très Ouais, direct, il y a tout le monde qui s'appelle no-code maintenant, et je vois effectivement des outils qui s'appellent no-code pour, je sais pas, il y a certains outils où je vois qu'ils écrivent no-code pour gérer des factures en ligne ou des choses comme ça, et honnêtement, ça n'a rien à voir avec du no-code, au sens où nous, on définit. Nous, la façon dont on définit le no-code, c'est de permettre aux gens de faire des choses sans code qui demandaient du code il y a 1 an ou 2 ans, vous voyez, donc assez récemment. Et donc, l'idée de pouvoir programmer sans code, il n'y a pas beaucoup d'outils qui font ça. Pour être très honnête, on est un des seuls. C'est un peu nous qui avons lancé ce mouvement-là. Les autres outils qui s'appellent no-code ont souvent tendance à se mettre là parce que c'est un mot un peu catchy pour avoir des utilisateurs, et ils ont raison, hein, ça, je ne vais pas les en empêcher. Alors, je ne vais pas donner de nom, mais il y a une très grande entreprise française que tout le monde connaît qui nous utilise, par exemple, ils ont créé une app alors, c'est assez intéressant parce que c'est interne, mais en même temps qui parle vers l'extérieur, qui parle de l'extérieur. Ils ont créé une app qui est pour le web, mais qui est accessible depuis le téléphone, pour que quand les employés veulent prendre des photos de ce que la compétition fait dans des magasins, ils puissent les uploader d'une façon structurée. Donc, c'est pas juste pour uploader des photos, mais ça permet aussi de rentrer des informations. On a une autre entreprise, une grosse entreprise française, pareil, qui travaille dans l'aéronautique, qui a géré, par exemple, pendant longtemps, je crois qu'ils le font toujours, je n'ai pas vérifié depuis un moment, mais je sais qu'à un moment, ils avaient une app Bubble pour gérer les stocks qu'ils avaient pour certaines pièces dont ils avaient besoin pour certains procédés industriels. On a aussi vu des gens créer des sortes de boîtes à idées en ligne, typiquement, en interne. Donc ça, c'est aussi dans un grand groupe français. Et après, on a beaucoup de cas où c'est des boîtes pas forcément très grosses, mais qui créent des apps qui finalement sont plus grosses, au sens où il y a plus d'utilisateurs. Donc c'est plutôt dans ce cas-là des startups, pour en revenir à notre mission initiale, où des gens créent des boîtes qui sont customer facing, encore une fois, où là, ils ont des milliers d'utilisateurs qui font à peu près n'importe quoi. On a vu tout, on a vu des places de marché. C'est souvent des places de marché, il faut reconnaître, mais aussi des réseaux sociaux, des outils de productivité auxquels les gens vont souscrire tous les mois, donc du SaaS. Typiquement, quelqu'un qui a lancé une plateforme pour créer des factures plus simples pour les freelancers, ce genre de choses-là. Et in ok. fine, et c'est un peu notre thèse fondamentale, toutes ces applications, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours en fait une base de données, beaucoup de customisation dans le flow de ce qui se passe quand les utilisateurs appuie sur un bouton. Donc, c'est là où il y a une vraie flexibilité qui est importante et c'est là où, en fait, Bubble est unique. C'est-à-dire que tous les autres outils, parce qu'on pourrait dire, il y a des outils comme Airtable, par exemple, qui permettraient aussi de stocker des données, d'uploader des photos, des choses comme ça, mais ils n'ont pas le niveau de contrôle qu'on a, qui est de dire, typiquement, en quelques clics, si l'utilisateur, pour en reprendre l'idée de prendre des photos de ce que fait la compétition dans les magasins, si l'utilisateur est localisé dans tel pays, montrer ci, sinon montrer ça. C'est le genre de choses qui sont assez simples en fait à exprimer en anglais, mais si on veut le faire aujourd'hui sans code, il n'y a que Bubble qui permet de le faire. Je pense que les pourcentages qu'il donne sont les pourcentages peut-être d'aujourd'hui, mais je pense que ça devrait être beaucoup plus élevé. Dans les grandes entreprises, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait à 25% personnellement. Après, c'est une question en fait
de choses pas très drôles qui sont dans les grands groupes, qui sont des histoires de compliance et des choses comme ça. Donc, il faut que les produits deviennent plus matures, Bubble en particulier, mais à peu près toute l'industrie, pour que les grands groupes aient plus confiance pour les utiliser. Mais il n'y a aucune raison théorique pour lesquelles ça ne pourrait pas être, je sais pas, 70-80%, parce que même plus, nous, on ne veut pas remplacer le code. C'est-à-dire que le code, il y en aura toujours un petit peu. Mais en revanche, on veut rendre le code non nécessaire pour 90% des besoins. Donc, je dirais plus que que les chiffres que tu donnes. Après, ça prend du temps d'y arriver parce qu'il faut que les produits soient suffisamment puissants et flexibles et tout ça, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup plus de potentiel que ça. C'est des non-développeurs, exactement, c'est des gens métiers. Et d'ailleurs, avec les entrepreneurs en particulier, quand on s'est lancé, c'était ce qu'on appelle en anglais des domain experts, c'est-à-dire des gens qui connaissent très bien une industrie. Ça peut être un médecin, un avocat, un marketeur, enfin des gens comme ça, mais qui n'ont pas cette exposition à la technologie jeune qui ne leur permettent pas de coder eux-mêmes. C'est sans doute une des choses qui est assez différente pour Bubble par rapport à d'autres outils no-code. Il y a beaucoup d'outils no-code. En fait, le no-code est une assez assez vieux secteur dans l'informatique des grandes entreprises, mais c'était pour des gens principalement techniques. Ça s'appelle alors là, ce n'est pas du no-code, c'est plus du low-code, mais ce n'est pas très différent. Les langages de WebDev, par exemple, qui est un outil français de ce qu'on appelait les langages de 4e génération, c'était déjà la même inspiration. C'était comment permettre aux gens de faire plus rapidement. Par contre, leur marché initial était des gens qui codent. Et nous, on a été dès le début sur des marchés des gens qui ne codaient pas. Quand on s'est lancé en 2012, tout le monde nous disait qu'on avait tort, parce que c'était plus difficile au début, parce que c'était un groupe de gens pas facile à identifier. Les développeurs, ils lisent les mêmes magazines. Du coup, on peut avoir la pub WebDev à la fin de la 4e de couverture de l'ordinateur individuel, comme quand j'étais petit. C'était plus facile, en fait, d'aller voir ces catégories-là. Mais par contre, le marché est plus petit parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui savent coder. Et la différence entre faire du code de bas niveau et du low-code avec des outils low-code actuels, c'est plus facile, mais ce n'est pas 100 fois plus facile. Alors que l'idée de quelque chose comme Bubble, c'est que ça doit être 100 fois plus facile. Et donc, le marché doit être 100 fois plus grand. C'est un mix, je pense qu'il y a un mix d'enthousiasme et d'inquiétude, un peu comme toujours dès qu'il y a une nouvelle tendance qui arrive sur un marché. L'enthousiasme, c'est concrètement, on réduit les coûts de façon, enfin Bubble en particulier, je pense qu'on réduit les coûts d'un facteur de 50. C'est-à-dire que comme il n'y a plus besoin d'ingénieurs, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Je pense que dans les grandes entreprises, tous les ans, on explique à la direction informatique qu'ils vont devoir payer moins d'argent. Enfin, peut-être pas les 3 dernières années, parce qu'on était dans une période un peu spéciale, mais là, on y arrive. On va dire aux boîtes, maintenant, la fête est finie, il va falloir être plus rentable. Et du coup, on réduit les coûts. Là où il y a un peu d'inquiétude, c'est que c'est une nouvelle technologie et du coup, les gens qui ont l'habitude des anciennes technologies vont probablement se dire où est le loup, en fait, quel est le problème. Il va sans doute y avoir des bugs, on ne comprend pas bien comment ça marche. Et là, la vraie façon de le résoudre, c'est de notre côté, c'est de faire de l'éducation. Il faut éduquer les gens pour qu'ils aient confiance, c'est-à-dire ne pas avoir de bugs et bien expliquer ce que c'est, quand ça marche et pourquoi c'est utile. Mais bon, c'est tout. J'ai même pas envie de dire, j'allais dire toute révolution, même parce que je pense que le no-code en est une, mais même toute évolution amène ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vont voir, oui, peut-être que c'est un peu mieux, mais il y a des sceptiques et c'est normal, et ils ont raison d'ailleurs. Plus les boîtes grossissent, plus il faut être sceptique d'ailleurs. Il faut du scepticisme parce que les risques sont plus élevés. Il y a des gens sceptiques qui vont se dire, ouais, mais là, il y a ce truc-là qui ne va pas aller, qui ne va pas aller, qui ne va pas aller. Et c'est charge aux technologies de prouver que ce n'est pas vrai et que ça peut très bien marcher. Oui, dès que tu crées un outil qui démocratise l'accès à quelque chose, c'est une opportunité pour plus de diversité. Nous alors déjà, on a une base d'utilisateurs qui est plus diverse que la communauté des codeurs. Et même, c'est quelque chose qu'on pousse encore davantage, au sens où on a même mis en place des programmes spécifiques. Celui qu'on a fait, c'est évidemment dans un contexte américain. C'est quelque chose qui, à l'étranger, les gens peuvent voir ça en comprenant un peu moins, en particulier de France, parce qu'on a des approches assez différentes sur ces questions-là. Et donc, on a un programme pour les African Americans, donc pour les fondateurs, enfin, initialement pour les fondateurs afro-américains et qu'on a étendu à d'autres minorités au fil du temps. On a commencé ça en 2020. Mais oui, clairement. Encore une fois, dès qu'il y a un outil qui est plus accessible, ça permet d'avoir plus de gens d'horizons différents et ça permet en fait de rattraper un petit peu, de commencer sur le bon pied. C'est-à-dire que le problème avec la technologie de façon traditionnelle et le code, c'est qu'on essaie de changer. Il y a beaucoup de gens qui essaient de changer ça, beaucoup de gouvernements, mais c'est difficile parce qu'on est sur une situation où ça fait à peu près 30 ou 40 ans que les gens à 14 ans qui codent, c'est souvent quand même des garçons blancs. Enfin, malheureusement, c'est comme ça.
Et c'est assez difficile de le rectifier parce qu'il y a tout un historique qui s'écrit, alors que le no-code étant une nouvelle technologie, on a l'opportunité de ne pas se planter et d'y aller bien tout de suite. Après, ce sera jamais facile, c'est pas facilement fait, mais je suis optimiste. On est extrêmement international, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est moins de 35% de nos revenus, ce qui, pour une entreprise de notre taille, est assez remarquable. C'est-à-dire que comme on a un business très communautaire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'outils, on a un outil très communautaire, c'est-à-dire qu'il y a des communautés un peu partout, on se retrouve avec des communautés qu'on ne voit pas forcément venir, c'est-à-dire que ça se fait de façon assez organique, et tout d'un coup, on a un business qui grossit dans un pays. Et donc aujourd'hui, les États-Unis, c'est 33%, la France doit être numéro 2, numéro 3 avec 8 ou 7%, et tout le reste, c'est très, très éparpillé, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment dans une optique internationale, on est plus dans une optique de faut continuer à pousser partout où on est. Et donc, d'un point de vue produit, ça veut dire améliorer ce qu'on n'a, pas faire de transformation radicale sur le produit, parce que maintenant, le produit est assez stable, mais par contre, on peut l'améliorer en beaucoup, beaucoup de façons et le rendre en particulier plus facile à apprendre. Et en termes marketing et commercial, que les gens soient un peu plus clairs sur scalable, en fait. Je pense que, pour en revenir à ce qu'on disait au début, il y a tellement de gens qui s'appellent no-code aujourd'hui que les gens, beaucoup me demandent, mais est-ce que ce n'est pas un secteur très compétitif? Et moi, pour nous, ce qu'on fait particulièrement, on n'a pas beaucoup de compétition. Et quand on demande à nos utilisateurs, ils nous disent pareil. Ils nous disent non, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Oui, il y a plein d'outils no-code, mais ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais je ne suis pas sûr que les gens s'en rendent compte avant d'explorer. Donc là, il y a une vraie opportunité marketing pour justement résoudre ce problème-là.